Bonjour Gilles Rochard, merci d'être parmi nous. Alors je tenais à vous interviewer suite à la sortie de votre livre dont j'ai beaucoup apprécié la lecture, donc Mercenaires sans blague. Alors je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet, car c'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme qui a fait un coup d'état, qui a démis un président. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout d'abord, bonjour. Alors, effectivement, faire un coup d'État reste quand même une action que peu de gens, en tout cas dans notre pays, ont l'occasion de faire et de participer. Dans mon cas, alors je rappellerai brièvement, parce que sans vouloir s'étendre sur les méandres de cette action, que le coup d'État que nous avons fait, auquel j'ai participé sous les ordres de Bob Denard, qui est quand même quelqu'un qui était à l'époque très connu, c'était quand même un coup d'État qui visait à démettre un président qui visiblement déplaisait par ses actions ou par ses accointances avec d'autres pays à d'autres propres gouvernements, mais étant un pays indépendant, on ne peut pas enlever un président d'un pays un président qui ne nous convient pas. Donc, dans ces cas-là, le gouvernement fait appel à des forces privées, ce qu'on appelle des mercenaires, bien que le terme ne soit pas approprié dans notre cas, puisqu'on estime qu'on a servi d'abord notre pays, même si, ultérieurement d'ailleurs, on verra que ça a été difficile de prouver que nous travaillons avec l'aval de notre gouvernement. Néanmoins, cette destitution de président a servi les intérêts de mon pays, qui se trouve être la France. Donc je pense avoir agi pour le bien commun. Et ce coup d'État, ce qu'on peut appeler un putsch militaire, a été fait dans des conditions relativement modestes, puisque le personnel en place était peu nombreux, et que cette prise de pouvoir s'est faite avec très peu de sang versé. Maintenant, bon, pour en savoir plus, il suffit d'ouvrir mon livre à la page du coup d'État. Alors je m'attendais pas en fait en lisant votre livre, mais c'est vraiment bourré d'humour. Il y a un ton très décalé. On a le sentiment que vous n'étiez jamais à votre place finalement. Vous analysez la situation, notamment les moments de guerre, avec un regard quasi extérieur. Alors un soldat qui réfléchit tout le temps, qui analyse le comportement des autres, est-ce qu'on se fait finalement une mauvaise image dans les films de mercenaires? Parce que si on prend le cas des films américains, on nous habitue à une sorte de brutes patibulaires, plutôt attirés par le gain et la violence. Et visiblement, ce n'est pas votre cas. Et ce n'est pas non plus ce que vous décrivez dans votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, votre questionnement mérite une réponse en plusieurs épisodes. Tout d'abord, je ne voudrais pas passer pour un intellectuel qui fait la guerre d'un air décontracté. La guerre est une chose qui est sérieuse. Donc j'ai pu donner l'impression, peut-être un peu décalée, mais qui n'est pas entièrement vrai, car je participais pleinement aux actions, même si je pense que ce qui est déterminant, c'était mon âge. C'est que j'avais déjà un âge donc assez assumé, donc effectivement une certaine distanciation par rapport aux événements que quelqu'un beaucoup plus jeune ne possède pas. Alors bon, ça c'est la première réponse. Après, l'image que les films américains ont pu véhiculer des mercenaires, je pense que c'est dû à la période du Congo, des années 60, 67, 68, où effectivement c'est le terme affreux qui a été découvert par les journalistes. Les mercenaires de l'époque qui étaient représentatifs d'une époque, c'était la fin de la guerre, c'était les années d'après-guerre 45, et des gens étaient issus encore de cette époque. Alors effectivement, on pouvait trouver des gens patibulaires ou presque, qui était assez, par exemple, je me souviens d'un personnage dont on a oublié naturellement, qui s'appelait Mini Schmidt, qui était un ancien, paraît-il, SS, et qui jouait un petit peu au cow-boy. Et cette image, donc, ne correspond pas à celle que j'ai connue moi. La période que j'ai connue, c'est une période plus policée, où ce qu'on appelle les mercenaires sont des gens issus de différentes couches, naturellement d'idées, par contre, politiques assez semblables. Mais néanmoins, c'est pas cette image du guerrier assoiffé de sang ou de richesse. Les motivations sont multiples. Pour certains, c'est le goût de l'aventure. Pour certains, le goût de l'aventure agrémenté d'un peu d'argent, ce n'est pas négligeable, il faut quand même vivre. Mais je pense principalement l'aventure et le goût de servir son pays, puisque n'oublions pas que dans nos actions, c'est toujours dans le cadre du bien commun de notre pays. Donc cette image du mercenaire assoiffé de sang et avec le couteau entre les dents est un peu dépassée. Alors, votre parcours n'est pas ordinaire. Quand on regarde la couverture de votre livre,
Est-ce que vous pouvez nous la montrer? par exemple. Voilà, alors on voit en fait aventurier, garde du corps, détective privé et même commerçant. Bon, alors on reviendra sur ce dernier aspect, mais j'ai envie de vous demander, vous pouvez nous donner quelques anecdotes en fait sur ces différentes activités? On peut toujours trouver des épisodes plus ou moins cocasses ou tragiques. Alors, au niveau de l'aventure, bon, l'aventure c'est un terme qui peut être un peu galvaudé. Est-ce que mon aventure mérite d'être citée tant que telle? Je ne sais pas. Toujours est-il que, à une époque où je descendais des voitures en Afrique, effectivement, on a vu, descendu par l'Algérie, Mali, et là on a eu affaire aux Touaregs, aux bandes Touaregs qui à l'époque étaient mi-pillards, mi-politiques, et nous avons échappé à l'époque donc à une embuscade tendue par les Touaregs qui s'est soldée par... ça, pour savoir pourquoi elle s'est soldée, je vous invite à lire mon livre, vous en saurez un petit peu plus. Détective privé, alors une anecdote qui... je ne sais pas comment la définir, bref, lors d'une filature d'une femme infidèle que nous avons pris sur le fait, et nous étions accompagnés de son mari. Donc c'était un peu délicat comme situation, et nous nous sommes retrouvés au domicile des deux participants, et où cette dame, qui était quand même fort gênée de la situation, nous a obligeamment proposé de boire un café, que nous avons accepté, en étant également nous fort gênés. Donc c'est une situation qui était un petit peu compliquée à gérer, sans être dramatique, hein. Alors après, par contre, au niveau de garde du corps, des anecdotes, j'en ai plusieurs. Je pourrais citer un prince qu'on accompagnait, qui était à une allure d'escargot en pleine ville de Genève, mais ou alors éventuellement anecdote, un camarade qui partageait ma chambre. La première fois que je l'ai vu torse nu, j'étais fort étonné, parce qu'il avait un signe assez étonnant. Au milieu du ventre, il avait un trou de la taille d'une assiette. Oui, non. Donc je lui ai quand même posé la question, et j'ai découvert qu'il existait également des mercenaires de gauche. Cet ami, donc, qui était un militant gauchiste, était parti au Nicaragua pour faire la révolution. Et au cours de combats, il avait ramassé une balle de 12-7 dans le dos, qui lui avait traversé et qui était ressortie par le ventre. Et après être resté 6 heures les tripes à l'air, il a eu la chance d'être secouru, d'être soigné, d'être guéri. Voilà, une anecdote parmi d'autres. Après, il m'avait demandé si les anecdotes détective privé, garde du corps, il restait comme ça, mais je pense qu'on nous verrons ça plus tard. Bon, je ne vous le cache pas, il y a une scène qui restera pour moi incompréhensible dans ce livre. C'est cette histoire avec Balavoine. Alors, est-ce que vous vouliez vraiment le kidnapper? Et en plus, vous comptiez en faire quoi en fait? Alors, c'est assez choquant quand même, vous comprenez? Depuis, Balavoine est mort d'un accident, Coluche aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait que ça a été un véritable accident, notamment pour Coluche. Alors, on ne sait pas trop si vous étiez en mission ou non. Vous devez vous attendre à ce que les lecteurs aient une opinion particulière de Balavoine et puissent être choqués en fait par cette histoire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Tout d'abord, dire que l'affaire Balavoine n'en est pas une, puisque c'est un projet qui n'a pas eu lieu d'exister. Coluche, je ne me prononce absolument pas, je n'ai pas les tenants et aboutissants, donc je ne me permettrai pas d'émettre une opinion qui soit controversée ou pas. Pour revenir à l'affaire Balavoine, donc affaire qui n'a pas eu lieu, effectivement, les admirateurs de Balavoine peuvent trouver ça curieux. Il faut reprendre le contexte de l'époque. Balavoine avait tenu des propos qui insultaient les anciens combattants. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Avec des amis, nous nous étions sentis concernés, et nous avions effectivement émis cette hypothèse, cette idée d'enlever ce charmant garçon pour lui faire revenir à des propos plus amènes. Bon, heureusement qu'on nous a plus ou moins dissuadés d'entamer cette procédure. Donc. Et c'est vrai que... Alors nous avions un âge pourtant déjà qui était... Nous avions autour de 35 ans, donc on était censés être des personnes quand même qui réfléchissaient. Alors on s'est aperçu avec le recul que ce n'était pas le cas du tout. Mais peu importe. Donc cette opération n'a pas eu lieu. Alors je précise que nous n'étions pas du tout en opération commandée. Ça n'avait strictement rien à voir avec l'État, c'était une action entièrement privée. Et avec les camarades, nous avions envisagé cette action, heureusement elle n'a pas eu lieu.
et tant mieux. Très bien. Alors, il y a des scènes plutôt cocasses dans votre livre. Et vous utilisez souvent une façon assez détournée d'expliquer certaines choses. Bon, on vous comprend bien, hein, pas à demi-mot parfois. Je pense notamment à cet échange culturel avec une demoiselle au Tchad. Et puis cette rencontre avec Brigitte Lahaie. Alors, la vie du mercenaire, d'aventurier, ça fait que vous avez dû rencontrer de nombreuses femmes. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Et est-ce que la gente féminine a tendance à fantasmer sur des hommes tels que vous? Alors, quant au fantasme, je vous avouerai que je n'en ai strictement aucune idée. Il est possible que le prestige de l'uniforme joue un rôle. En tout cas, dans mes activités, j'ai pas eu l'occasion de constater cet état de fait. Alors, vous me posez plusieurs questions. Donc, vous évoquez, je crois, le cas d'une jeune tchadienne. Voilà, un échange culturel. Qui j'ai échangé donc culturellement. Donc, j'ai surtout cru à l'époque que je participais à la bonne compréhension entre les peuples. Néanmoins, les mauvaises langues pourraient peut-être s'imaginer que nos échanges sont allés beaucoup plus loin. Je ne trancherai pas, je laisserai le doute s'installer. Par contre, effectivement, et Brigitte Lahaie a été évoquée, me semble-t-il, également. J'ai effectivement rencontré une personne qui est une ancienne star du X. J'ai rencontré de manière fortuite, en buvant un café. Je lui ai posé des questions, une question entre autres qui pouvait prêter à confusion, mais en fin de compte, elle a fait montre d'un sang-froid exemplaire, et ça s'est conclu par une paix extrêmement tranquille. Je ne sais plus quelles étaient les autres questions que vous me posiez, c'était surtout au niveau des femmes. Hein. Voilà. Non, dans mon activité, les femmes ont joué un rôle extrêmement restreint. Et j'ai pas d'anecdotes croustillantes à vous distiller. D'accord, et ça c'est sans langue de bois, c'est pas parce que vous êtes marié. Non, oui, c'est vrai qu'il faut évoquer le fait que je suis marié, non mais ça ne rentre pas en ligne de compte. Très bien, merci. Alors, vous avez été commerçant donc également. Est-ce que c'était une couverture ou une façon d'équilibrer une vie entre aventure et repos? Vous ne direz probablement pas tout, mais dans votre job, vous avez fréquemment fréquenté soit des services de renseignement, soit des militaires, voire des agents des services extérieurs. Est-ce qu'un commerçant itinérant n'est pas une bonne couverture finalement pour remonter un max d'informations? Non, écoutez, là je crois qu'il faut rester quand même calme dans ce genre de supputation. Les marchés m'ont permis de gagner ma vie, comme tout un chacun, de gagner le pain à la sueur de son front. Chez les marchés a été pour moi le moyen de gagner ma vie et de subvenir aux besoins de ma famille. Alors après, effectivement, peut-être que ma destinée aurait pu être différente si les choses avaient évolué d'une manière, pour être bref et précis. En 69, j'étais encore militaire et j'avais un contact avec un journaliste qui me permettait, par le biais de l'OMS, d'être recruté pour faire la guerre au Biafra, en tant que mercenaire, naturellement, ça va de soi. Or, la guerre du Biafra s'est terminée au moment où je terminais mon armée. Donc, ça n'a pas eu lieu d'être. Si j'étais parti au Biafra, peut-être que là, ma vie aurait été orientée entièrement différemment. Mais pour revenir au sujet de départ, les marchés, c'est mon moyen d'existence. Après, garde du corps, détective, disons, ça m'a permis d'arranger mes finances quand elles n'étaient pas au plus beau fixe. Mais je persiste et je reviens sur le fait des marchés que c'était mon moyen d'existence naturel et qui m'a permis de vivre pendant de longues années. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus. Alors finalement, aujourd'hui, que faites-vous? Vous venez d'écrire un livre, vous voyagez plusieurs mois dans l'année, semble-t-il. Toujours un petit peu en activité souterraine? Activité souterraine, oui, effectivement, j'en ai encore de nombreuses. Ça se passe surtout dans mon jardin, donc le jardinage. Donc, et on peut effectivement trouver que ça, c'est souterrain. C'est un langage caché avec les tops ou c'est codé? Pour revenir à mes activités actuelles, effectivement, l'âge auquel j'ai atteint me permet plus de faire des expéditions physiques. Donc je suis resté maintenant à être camping-cariste, à voyager un petit peu l'hiver dans des pays où le climat est plus tempéré, le Maroc ou le Portugal ou l'Espagne. Donc je pense plus avoir maintenant un mode de vie qui est très intéressant et qui permet de se mettre en avant. Alors effectivement, le livre à la base,
c'était pour laisser quelques éléments donc à mes proches, parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que j'ai pu entreprendre. Et puis bon, j'ai des amis qui m'ont convaincu d'écrire vraiment un livre qui puisse être publié. Après, est-ce qu'il y aura-t-il des lecteurs qui pourront participer à cette diffusion de ce livre? Je ne sais pas du tout. Est-ce que mes histoires sont suffisamment intéressantes? Je n'en sais rien. Donc voilà, on en est là. Maintenant, je suis un peu plus âgé et plus assagi. Et je voudrais pas être pessimiste en disant que j'attends le moment ultime de ma vie. Mais on en est un petit peu là quand même. Vous avez peut-être d'autres livres à écrire, vous avez d'autres histoires à conter. Est-ce qu'au final, vous êtes satisfait de ce que vous venez d'écrire? Pas entièrement, parce qu'en réalité, je me suis rendu compte à la lecture du livre, à la relecture du moins, mais qu'effectivement que j'ai oublié pas mal d'épisodes, plus ou moins intéressants. Après, ce que je peux en retirer de ce livre, effectivement, c'est que la vie que j'ai eue, même si elle ne m'a pas satisfait totalement, je me plains pas trop. Je suis pas mécontent quand même, donc de ce que j'ai pu faire. Même si j'aurais pu faire mieux, mais bon, peut-être que mes capacités étaient à leur maximum. Donc, pour conclure, je suis pas mécontent de ma vie. Merci. Alors, merci à vous, Gilles Rochard, d'avoir accepté de participer à cette interview. Alors, j'invite tous les internautes qui veulent en savoir plus à cliquer sur le livre qui va apparaître à droite ou à gauche de Monsieur Rochard. Et vous pourrez, à partir de ce lien, commander le livre si cela vous intéresse. Voilà, merci à tous. Merci.